So, Your Excellencies, ladies and gentlemen, we apologize for the slight delay. Unfortunately, due to some technical issues, we do not have interpretation, but we do not want to delay the session by too much. While we try to solve these technical issues, we will proceed with the opening. La solution qu'on va trouver, c'est qu'il y aura un enregistrement qui sera fait, et à la suite, nous allons le mettre en ligne avec l'interprétation. Mais pour la session aujourd'hui, quand l'intervenant va parler en français, je vais faire une synthèse en anglais. Et quand l'intervenant va parler en français, quand l'intervenant va parler en anglais, je vais faire une synthèse en français. Merci de votre compréhension, parce que si nous prenons trop de temps à essayer de régler cette question technique, nous risquons de démarrer avec beaucoup de retard. Nous nous excusons, mais espérons que tout le monde comprend que dans le contexte de faire bouger notre agenda, je crois qu'on pourra essayer de faire marcher notre événement. Merci de votre compréhension. Et alors, nous allons passer tout de suite à l'ouverture de notre session. So, dear colleagues, excellencies and friends, because of the technical issues that we have, and we are not sure how quickly they will be resolved, the technical teams are trying to solve them as quickly as possible, but we will adopt a mechanism to just try and ensure that there is comprehension. I will make a very brief summary after each speaker, depending on which language that they speak. But we are recording, and therefore we will be in a position later to put the event online with the appropriate languages and support. Votre Excellence, Madame Cristina Duarte, la sous-secrétaire générale et conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Votre Excellence, Madame Hanan Morsi, la députée secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Nous allons aussi avoir avec nous par des enregistrements Son Excellence, Madame Lasezara Stoeva, la représentante permanente de la Bulgarie auprès des Nations Unies et présidente du Conseil économique et social des Nations Unies. Nous aurons aussi un enregistrement de M. Lee Junha, le sous-secrétaire général pour les affaires économiques et sociales des Nations Unies. Et nous avons aussi avec nous M. Oumar Silla, le directeur régional pour l'Afrique de UN Habitat. Nous avons aussi dans la salle plusieurs représentants de gouvernements et des autorités locales qui ont participé dans des revues volontaires nationaux ou dans des revues locales volontaires. So, Your Excellencies, ladies and gentlemen, we are joined by Cristina Duarte, the Under-Secretary General and Special Advisor on Africa, by Dr. Hanan Morsi, the Deputy Executive Secretary of the Economic Commission of Africa. We will have recorded statements from Lasezara Stoeva, the Permanent Representative of Bulgaria to the United Nations and President of the Economic and Social Council. A recorded message also from Mr. Lee Junhua, the Under-Secretary General for Economic and Social Affairs. And we are joined in person also by Mr. Oumar Silla, the Regional Director for Africa from UN Habitat. And we have in our midst numerous representatives from governments, from local authorities who have participated in voluntary national reviews and voluntary local reviews. And we are delighted to have this opportunity before the African Regional Forum to share these experiences. So this workshop is an opportunity for us to share the experiences of African countries and help the process of voluntary national reviews and voluntary local reviews by sharing successes, but also recognizing that there is no one-size-fits-all. Nous sommes ici pour parler des revues volontaires nationaux et les revues volontaires locaux, dans le but de partager des succès, mais de reconnaître aussi qu'il n'y a pas une seule façon de faire, que tous les pays ont des parcours différents, et l'essentiel c'est de reconnaître les meilleures pratiques et d'identifier les solutions qui ont amené à des succès. Avec ces quelques mots d'introduction, je suis Jean-Paul Adam, le directeur de la technologie du changement climatique et des ressources naturelles à la CEA.
Et après ces quelques mots d'introduction, je passerai tout de suite aux intervenants. So after these few opening remarks, my name is Jean-Paul Adam, the Director for Technology, Climate Change and Natural Resources at the ECA. I will be asking our speakers to start their interventions. Nous allons tout de suite démarrer et je passe la parole à son Excellence Madame Cristina Duarte, la sous-secrétaire générale et le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour prononcer son... Allow me to start greeting my dear sister Hanan, Deputy Executive Secretary of the Economic Commission for Africa, Mr. Umar Sila, Director of UN Habitat, Regional Director of UN Habitat, and Jean-Paul, we have been a long time friends, a long way. Thank you, good morning to everybody, and particularly the countries that have presented or they are going to present the VNRs. We are here to, and I hope I will try to deliver this in 4 minutes. Jean-Paul, if I start going beyond the 4 minutes, please tell me. We are here to assess the progress, or to start assessing the progress of 4 SDGs for 2023. SDG 6, 7, 9, 11, and 17. Among those, for me, based on my experience and the OSA strategic agenda, SDG 17 is the game changer. Is the game changer. Is the one that has the potential to break the vicious cycle. I have been defending that from a policy-making standpoint, does not make sense to put all SDGs with the same level of priority and acting on those at the same time. There is a need for us to identify the game changers, the drivers and the enablers. And in this case, SDG 17 is the game changer, the one that has that potential to break the vicious cycle. But for the SDG 17 to break the vicious cycle, I have been defending that policy making in Africa must change paradigm. If we do not change the paradigm, we will be unable to unleash the game changer potential of SDG 17. And out of the SDG 17, I would like to underscore particular 3 targets that for me are critical. Target 17.1, that deals with domestic resource mobilization. Target 17.3, that deals with additional sources or additional financial resources for development countries. In a certain way, you can link this 17.3 to the need for African countries to tap international markets in a better position. And 17.4, that deals with debt sustainability. These are the 3 targets out of the SDG 17 that I believe should deserve a particular attention from African policymakers. The question is, when we mention the change in paradigm, what are you talking about? And I will try to be very brief. Everybody, and it is my impression, of course, you can have a different opinion. I do believe that from a policy-making standpoint, we have been completely focused on sustainable development. Completely. I would make with a question mark. But in my opinion, I do believe that policymakers and I would say African partners, we need to understand that sustainable development is only possible if there is internally driven sustainable financing. It's impossible to deliver sustainable development if internally you don't drive sustainable financing. And this is the reason maybe that we have been unable and you are in delay in terms of delivering let's say the SDGs. Because I do believe that
Africans' policy-making mindset, and I have been saying that in the past, I would say maybe 10 years, is that sometimes I have the impression that we need to stop equating the business of managing poverty with development. They are two different animals. And when you understand that we need to move from managing poverty to manage development, we will be in a better position to identify out of the 17 SDGs what are the drivers, the game changers, and the enablers, because they play different roles. If you agree that SDG 17 is the game changer, and you will link, of course, to domestic resource mobilization, I do believe the next step is to recognize that the driver from a financing for development standpoint in Africa is not ODA. It's not ODA. It's domestic resource mobilization. And I can provide you a very quickly number. In 2019 is the last figure that I have, unfortunately. Domestic revenues plus private savings were $800 billion. ODA was 55. As we speak in this room, Africa already finances its own development. It's not the opposite. We are already financing our own development. But to unleash the SDG 17 as the game changer, I do believe there are three issues that we need to tackle, and I'll be very bullet point. First, debt management and control of economic and financial flows. This is the first issue. Second, strong domestic institutions that will allow Africans to move the needle on global value chains. The only way to move the needle on global value chains, you need to have strong domestic institutions. If you want to stop exporting raw materials, but you want to transform them, add value and export, is not a question only about equipment and about technology. It's above all a question of putting in place the necessary institutions. And third, I'd like to say that mastering internally sustainable finance, starting at a national level, is the most powerful de-risking mechanism for sustainable development investments. At the end of the day, institutions, strong country systems, it impact directly the risk profile of your country. When it impacts directly the risk profile of your country, meaning that is at the end of the day a de-risking management tool. Of course, there is an issue that comes more from outside, external. And I believe that the UN Secretary General has been very clear in the past couple of years. Internally, this is our homework as Africans, clear. This is our homework as Africans. Outside, we need new rules of the game. We need new rules of the game. You need a reshaped, a restructured international financial system that, as the Secretary General just said in the last AU summit, is not fair or is unfair and dysfunctional. Second, we need a more balanced international trade system. And I would like to finish my remarks, allow me, by quoting the Secretary General, a statement of 2019. Action is needed at all levels. Our shared challenge is to make the international trade and financial system fit for purpose to advance sustainable development and promote fair globalization. And I stop here, thanking everybody, particularly thanking my dear colleagues from the Economic Commission for Africa. Back to you, Jumbo. Merci beaucoup, Madame Duarte, pour ces propos pour démarrer notre événement. Et vous avez souligné que nous allons mettre
l'accent surtout sur les ODD 6, 7, 9, 11 et 17. Et vous avez souligné que l'ODD 17 est l'ODD qui peut changer la donne, qui peut complètement casser ce cercle vicieux dont nous faisons face. Et vous avez fait référence surtout aux objectifs et les indicateurs 17,1 sur la mobilisation de ressources domestiques, 17,3 la nécessité de mobiliser des ressources additionnelles et aussi de pouvoir accéder aux marchés internationaux, 17,4 sur la soutenabilité de la dette et d'adresser les problèmes de dette dans nos économies. Et vous avez renforcé que tout le monde, tous les gouvernements, quand ils font de la politique, quand ils mettent en place leur stratégie, ils ont déjà des stratégies qui sont axées sur le développement durable. Mais ce qui va vraiment changer la donne, c'est de pouvoir mobiliser le financement durable des moyens internes. Et ça, c'est la raison principale pour les délais dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Il faut aussi reconnaître que la gestion de la pauvreté et la gestion du développement sont deux processus différents. Et il faut reconnaître que actuellement, l'accélérateur du développement, ce n'est pas l'aide au développement. La réalité, c'est que la mobilisation des ressources domestiques fait déjà 800 milliards en Afrique et que l'aide au développement compte seulement 55 milliards. Alors, on peut dire que l'Afrique déjà finance son propre développement. Alors, 3 priorités dont elle a mis l'accent, c'est sur la gestion de la dette et le contrôle des flux financiers. Deuxièmement, de renforcer les institutions pour faire que l'Afrique puisse mieux capturer des chaînes globales de valeur et que ces institutions permettent à l'Afrique d'aller au-delà de l'exportation des matières premières et de mobiliser des ressources domestiques, et c'est le mécanisme le plus fort. Et il faut, troisièmement, aussi restructurer le système financier international. Et elle a cité le secrétaire général des Nations Unies qui a parlé de la nécessité d'une réforme complète du système financier et du système du commerce mondial pour que ça reflète les vraies priorités des pays en développement et surtout les pays africains. J'espère que j'ai pu faire un sommaire assez complet de vos propos et je crois que nous sommes très encouragés par vos paroles. Merci beaucoup encore une fois. I would now like to invite the Deputy Executive Secretary for the United Nations Economic Commission for Africa to make her intervention, her opening remarks. I am wondering whether we now have whether our system is online? No, not yet. I'm so sorry. Alors, j'invite Son Excellence Dr. Hanan Al-Morsi, la députée secrétaire exécutive de la CEA, de prononcer son discours. So, Deputy, yes, for you. Over to you. Thank you. Good morning, everyone. Let me start by acknowledging my dear sister, Cristina Duarte, Special Advisor for Africa and Under Secretary General for the UN, and Mr. Omar Sela, Regional Director for Africa at UN Habitat, and all distinguished representatives and experts. It's a pleasure to be with you today and to welcome you to this year's regional workshop on the voluntary national and local reviews, and to the 9th edition of the Africa Regional Forum on Sustainable Development. We meet this year at a really pivotal moment in a number of areas. In terms of taking stock of the progress toward regional and global sustainable development commitments. This year, 2023, represents the midpoint toward the Global 2030 Agenda and the end of the first 10 years
of implementation of the Regional Agenda 2063. And comes at a very historically unprecedented times in terms of globally what has been happening and the shocks, the tsunami of global shocks that the continent has faced, and the change in the landscape of financing, having a new norm of financing where it's really a lot more challenging for developing and emerging countries to finance their development going forward. So I couldn't agree more with my sister Christina on her comments regarding finance, that development can only be enabled through finance. And that brings an additional layer in terms of the importance of what we're looking at now in terms of the voluntary national and voluntary local reviews. Because it brings really an opportunity to see how can we really do much better, first in utilizing the resources that we have and the efficiency of what we're doing, the targeting, and how can we learn from each other, which is a really important element. These voluntary national and local reviews really mobilize stakeholders to help countries and regions assess progress, take stock, what have we succeeded to do, and then identify the challenges of what is holding us back and how can we move forward. What these VNRs and VLRs are revealing now is that there is a concerted refocus on our sustainable development goals that is much more needed now in order for the aspirations of the two agenda 2030 and 2063 to actually happen. And we have now seen the impacts firsthand of the pandemic and the war in Ukraine and how this has derailed really progress. Basically, we've seen very hard-won gains that many of countries and localities have managed to do kind of being lost due to these shocks. So that really puts the pressure, further pressure on policymakers and governments to see how, what can we do? How can we, have these gains more sustainable? How can it be more resilient when we face all these recurrent shocks? We have seen state budgets for social policy and environmental action and economic development being threatened by the tightening financial resources, just at a moment where they are ever more needed than before. We've seen issues of, because of these shocks, issues of rising inequality and extreme poverty increasing in many countries as a result. And amid all these challenges, we find these inspiring stories of African regions that have shown examples of adaptable and effective measures that have been taken toward these agendas, even amid all these challenges. And I think these are things that we should really be proud of and learn from these examples to have them as, serve as a catalytic for, doing more, for showing resilience, and for learning from each other. Today we will delve into greater detail on these trends and, importantly, the responses to them at national and local levels, and sharing best practices and peer-to-peer dialogues has revealed as one of the key added values of this workshop that it's really, the process of engaging all these stakeholders. We learn a lot more. We learn what works, what doesn't work, and how we can get buy-in across the board for what needs to be done, and appropriately identify the challenges that need to be overcome. I'd like to congratulate the 7 countries that have been undertaking VNRs in 2023. And for all 7 countries, this will be the second review
which provides an important opportunity to reflect on implementation of goals that have been laid out in the first VNR. We also congratulate the cities and municipalities across continent that are undertaking local reviews, and VLRs are a powerful grassroots tool to promote sustainable development. ECA has been pleased to continue to support VLRs across the region, harnessing regional VLR guidelines developed in cooperation with UN Habitat and UN cities and local governments of Africa, with a mandate given by member states in the 6th Africa Regional Forum for Sustainable Development in 2020. Your reflections on VNR and VLR processes will be critical to help us move forward and to collectively identify how we can push our sustainable development forward. As usual, we will count on your engagement with one another and your critical feedback. I wish you a very successful deliberations and a fruitful discussion. Thank you. Merci beaucoup, Dr Hanan Mossi, la députée secrétaire exécutive de la CEA, qui nous a souhaité le bienvenu à participer à cet atelier et aussi de participer dans le Forum régional africain sur le développement durable, et que ces processus représentent le point de mi-parcours dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 sur les objectifs du développement durable. C'est aussi l'occasion d'accélérer nos interventions pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous faisons face à des défis sans précédent et que l'environnement du financement global a changé. Et je suis d'accord avec les propos de Mme Cristina Duarte qui dit qu'en fait le développement peut être accéléré seulement si le financement est disponible. Dans cet atelier, nous partageons les expériences des revues volontaires nationaux et les revues volontaires locales, et nous voulons créer un environnement pour l'apprentissage commun entre les partenaires qui ont déjà fait ces revues, et nous voulons mobiliser les partenaires pour une évaluation du progrès réalisé, mais aussi d'identifier clairement les défis. Ces mécanismes de revues volontaires nationaux et locaux permettent de mettre l'accent vraiment sur les ODD à tous les niveaux de gouvernance, en ce qui concerne les localités, les municipalités, aussi bien que les gouvernements. Ces opportunités permettent aussi au gouvernement de voir comment mieux bâtir la résilience dans leur système de gouvernement pour faire face aux chocs externes. Nous avons vu dans les années récentes que les ressources étatiques, à la fois au niveau de l'État et au niveau de la gouvernance locale, sont sous pression. Et nous avons vu aussi l'augmentation dans les inégalités. Mais parmi tous ces problèmes, nous avons aussi des moments qui nous inspirent. Et nous avons vu que plusieurs gouvernements et plusieurs citoyens africains ont pu prendre des mesures d'adaptation vis-à-vis de cette situation très difficile. C'est l'occasion, lors de cet atelier, d'avoir des dialogues entre les pairs et de s'engager avec les partenaires de la mise en œuvre de ces revues et de la mise en œuvre des ODD, et d'identifier ce qui marche bien et ce qu'on doit améliorer. C'est un processus important d'assurer l'engagement de tous les partenaires, et je félicite les 7 pays africains qui passent aux revues volontaires nationaux en 2023. Et pour tous ces pays, c'est la deuxième revue. Je félicite également les cités et les municipalités qui font leur revue en 2023, et que la CEA va continuer d'appuyer ces initiatives
Ah, je crois que nous avons résolu. Mais en tout cas, que la CEA est très fière de pouvoir appuyer les revues volontaires locaux et surtout à travers le guide qui a été publié en partenariat avec ONU Habitat et avec le UNCGLR, l'Union des gouvernements locaux. En bref, je crois que vous connaissez cette organisation et je compte sur tous les participants pour votre engagement et de partager avec nous vos propos. Merci beaucoup, Madame Morsi. Et je voudrais juste confirmer, est-ce que l'interprétation est maintenant disponible? Pas encore. Nous allons alors passer au message enregistré. Et nous avons d'abord le message enregistré de Madame Lachezara Stoeva, la représentante permanente de la Bulgarie et la présidente du Conseil économique et social des Nations Unies. Je crois qu'on peut diffuser le message. OK. Bon, vu les difficultés que nous avons actuellement et nous essayons de résoudre, nous demandons votre compréhension et nous pouvons passer directement à l'intervention de M. Oumar Silla, le directeur régional pour l'ONU Habitat. Oumar, je vous passe la parole tout de suite. Et nous sommes rejoints aussi par M. Habiboulaye Zanga, le vice-président, je crois, du conseil de Niamey. Habiboulaye Zanga est empêché, c'est le maire du 2e arrondissement. Monsieur le maire, merci d'être avec nous. Merci. Et nous allons tout de suite passer après pour votre intervention. Mais d'abord, je passe la parole à Oumar. Merci. So, sorry, just very briefly. We're still having technical issues, and we will therefore not play the recorded messages immediately. We will go to the remarks from Mr. Oumar Silla, from the Regional Director for UN Habitat, and then we'll be followed by the mayor from one of the arrondissements in Niamey, who will speak on behalf of the government of Niger. So, Oumar, over to you. Thank you very much, Jean-Paul. Good morning to everyone. Representative of the Mayor of Sigat Arrondissement, Madam Christine Duterte, and the Secretary, Deputy Executive Director, Anan Morsi, distinguished delegate, representative. Also, let me acknowledge and really praise the joint effort that had led to the session today, led by ECA in collaboration with other sister agencies, UNDESA, we have UN Habitat, the African Union, and as mentioned by Christine on her address, 17 is very important in terms of building partnership. And we need to really look how we can bring our effort jointly to promote but also accelerate the implementation of the DG in Africa. I think one element has been said already by my predecessor on the context within which we are navigating, which has pulled back Africa in achieving in the trajectory of implementation of SDGs. We have talked the impact of the global crisis on Africa when it comes to food, fuel and others, but and also we have the issue of climate change, which has been overwhelming, and we have seen this how much many countries has been damaged, and we cannot evaluate right now even the damage from this climate change, why we have all those COP going on. Another factor of challenges as well, you should not ignore, peace and stability, which has leading displacement of population and also vulnerability and weakness of our economic system. We see what happened in the Sahel regions, in the Horn of Africa, in Central Africa is quite worrying, and this is something that is pulling back our effort on achieving sustainable development goal. In addition, other factors that we have mentioned here in terms of access to data and financing. But what is good is that today, as mentioned by Hanan, we are in a tuning point for Africa in the way that we are pursuing the trajectory of the SDGs. And it's giving opportunity in a sense that many African countries has made a lot of effort for the implementation of the SDG, but also for the localization and many principles, which is given a number of food for thought
but also an opportunity to catalyze, this action and guided coordinated strategy across level and sectors for the implementation of the SDG and the integration of local needs and priority into national, regional, and global development policy and process. But I would like to touch base on something which is very important when it's come about, localization of the SDGs. With the process of urbanization in Africa, UN Habitat is really, engaging on this because we know that Africa is one of the most rapidly urbanized, continent in the world, with a rate going for a country to another 4 to 5%. Of course, there's a lot of challenges coming with urbanization. We talk about inequalities. We talk about people living in slums, informal settlement. We talk about social blanket and others. But at the same time, this urbanization is offering an opportunity for Africa to innovate, but also to bring food for thought in terms of planning, in terms of designing and managing our cities. If we know that cities are contributing 60% of the GDP in Africa, which is justifying as was relevant for African cities of really localizing but also reporting on the implementation of the SDGs. As I mentioned, despite the challenges, we have seen a lot of progress, and Africa is taking action to make sustainable urbanization and local development a pillar of African development strategy, and this has been anchored strongly in the Vision 2063, in the transformative vision of Africa, to link cities as a driver for economic transformation, but also for unlocking the potential of investment in Africa. Today we have seen the movement of voluntary local review. Globally speaking, we can talk about 200 review process have been undertaken, globally speaking, which is demonstrating as well, the commitment of cities and other local government in contributing to this trajectory of localization of the SDGs. So in terms of statistics, I think Hanan has talked about it. We have 53 African VNRs have already presented, and this year we'll have 7 countries are going to present their VNR, including Rwanda, as mentioned by the RC here in the room. We have 11 local governments who develop voluntary local review, and other 4 are being undertaken in different countries like Ghana, Gambia, Kenya, and Tanzania. This VLR will be finalized before the end of the year. But also we have 9 African countries who develop voluntary subnational review promoted by National and Regional Association of Local Government to report on the status of SDGs localization with this country. We talk about UCLG Africa, who is promoting on that. For us as UN Habitat, something very important, as I mentioned earlier, is a partnership. We talk about it. We cannot do it alone. We need to get together because there's scarcity of resources. There's the skills we need to fill and others, which means that we need to salute and appreciate the partnership we have been developing with UNECA, UCLG Africa on the development of the guideline for Africa, which is being rolled out through capacity development, but also through assistance to many cities. We have also a joint program funded by Development Account on rolling out, this guideline in more cities in Africa. And recently, jointly, UN Habitat and UNDP launched what we call a Local 2030 initiative, which is a way of accelerating the localization of SDG globally speaking. But of course, Africa will have a key role to play. And recently, we have seen as well new development at the level of the African Union with the recognition of the need to have Africa Urban Forum will be an opportunity as well to bring a continental, momentum around this without ignoring as well all the work we are doing with the African Union on this issue of urban resilience. Moving forward, what is important, I think we have an upcoming event in 2023, will be another opportunity to reflect, but most importantly to measure progress on this implementation of the SDGs. First of all, we'll have the UN Habitat Assembly in June in Nairobi, and the topic this year will be multilateralism and implementation and localization of the SDGs. As you may know it, my executive director has put priority SDG localization in her compact, and it will be an opportunity to talk about multilateral governance from one of the key topic of discussion during this Habitat Assembly. We'll have as well the high-level political forum, and SDG 11 will be under review this year, and UN Habitat leading on that. And will be an opportunity as well to take progress, and also I think tomorrow and the day after we'll have a discussion
on measuring progress on the Goal 11 as goal will be an opportunity to reflect on challenges, opportunity, but also progress on this voluntary review. In the high-level political forum, it's a plan as well to have a local and regional government forum which will be given, local authorities to interact with others. So those are some elements I would like to share with you, and we look forward to working together toward the important event and to future progress being made in Africa in achieving the SDG and Agenda 2063, and wish all of you fruitful deliberation for this week. Thank you very much, Jean-Paul. Merci beaucoup, Oumar. Alors, je vais faire la synthèse très rapidement de vos propos. Il a exprimé tous ses remerciements à tous les partenaires, la CEA, DESA et tous les autres partenaires qui ont participé pour permettre cet événement. Il a renforcé le point de Mme Duarte que l'ODD 17 est très important en renforçant les partenariats entre toutes les institutions. Nous sommes actuellement dans une période de crise marquée par la crise alimentaire, la crise de l'énergie, et que nous faisons face en Afrique aussi des dommages causés par le changement climatique. Nous avons aussi le défi de la paix et de la sécurité, et nous devons adresser aussi la question des informations, du data pour le développement. Mais parmi ces crises et ces difficultés, il y a aussi l'opportunité. La coordination pour la mise en œuvre des ODD permet une synergie entre le local et le national et aussi aux efforts globaux. L'ONU Habitat est tout à fait engagé pour permettre ces synergies et à les améliorer. Comme il a déjà dit, il y a beaucoup de défis, mais les opportunités pour l'innovation et dans la planification de l'innovation sont là. Surtout autour des cités. À noter que 16% du PIB en Afrique est généré par les villes et les cités. C'est important aussi de pouvoir localiser les rapports sur la mise en œuvre des ODD, et il y a plusieurs programmes dans ce sens. Le renforcement des capacités au niveau des villes et des cités, c'est aussi un pilier de stratégie de développement de l'Union africaine, l'agenda 2063, et nous notons qu'il y a 200 processus de revue volontaire locale actuellement globalement. Il y a un très fort engagement des cités et des gouvernements locaux. Nous avons eu déjà 53 pays africains qui ont fait des revues volontaires nationaux, et en 2023, comme a déjà dit Mme Morsi, il y aura 7, inclus le Rwanda dans le coordonnateur résident est avec nous, et il y aura 11 revues locales. Il y a aussi 9 pays qui ont développé une revue sous-nationale avec le soutien du système des Nations Unies. Nous devons saluer les partenariats qui ont été développés, et nous devons prioriser une programmation conjointe pour assurer que davantage de villes et de gouvernements locaux puissent être impliqués. Et cela est inclus dans la stratégie locale 2030, et l'Afrique aura un rôle très important à jouer dans ce contexte. Et nous préparons alors le Forum sur l'urbanisme africain, justement pour bâtir cette résilience urbaine. En 2023, c'est l'opportunité de mener une réflexion et aussi d'examiner les progrès. Et le multilatéralisme sera très important dans la mise en œuvre des ODD, inclus au niveau local. Nous allons amener les résultats de ces négociations et ces discussions qui auront lieu dans ce forum au forum de haut niveau, forum politique de haut niveau qui aura lieu au mois de juillet, et c'est l'opportunité de mesurer les progrès sur l'ODD 11. Et il a remercié tous les partenaires pour leur engagement et il a renforcé aussi le rôle de ONU Habitat dans ce travail. Omar, j'espère que j'ai plus ou moins... Perfect, you capture everything. Very good. Okay, merci. Merci. Monsieur le maire, nous sommes désolés que nous avons un problème d'interprétation, et alors je fais à chaque fois la synthèse
mais je vous passe la parole pour vos mots de bienvenue. I will pass the floor now to the mayor of one of the arrondissements in Niamey, who will deliver remarks on behalf of Niger. Bien. Mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, et mesdames et messieurs les organisateurs, distingués invités, tout protocole respecté. Bonjour. C'est pour moi un honneur et un immense plaisir de prendre la parole au nom de la ville de Niamey pour souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue à Niamey à tous les participants à l'atelier régional préparatoire pour les examens volontaires nationaux et internationaux en Afrique. Distingués invités, le choix porté sur notre belle capitale nous honore à plus d'un titre. Je voudrais, au nom du président du conseil de ville de Niamey empêché, souhaiter un agréable séjour à tous et à toutes celles qui ont effectué le déplacement. Koubaini Barka da Zoua, comme on le dit dans la langue traditionnelle. Et le présent atelier est important à plus d'un titre, parce qu'il parle, disons, du développement de nos pays, de notre continent. Et le développement, le Niger, plus que tout être État, a compris qu'il devrait s'amorcer à la base. Et c'est pourquoi nous avions opté pour la décentralisation intégrale. Aujourd'hui, l'État du Niger est en train de transférer les compétences aux collectivités territoriales. Et nous allons nous approprier toutes les résolutions et toutes les recommandations de votre atelier et Inch'Allah, la ville de Niamey et le Niger en général s'inscrira dans cette logique. Sur ce, je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire, pour cet accueil très chaleureux. Et nous savons que nous sommes tous très heureux d'être ici à Niamey et d'être avec vous. So, His Excellency the Mayor expressed a very warm welcome to all partners to the town of Niamey, and he expressed his welcome on behalf of the President of the Council of the Arrondissement of Niamey. He recognized that this event is part of the opportunities for the development of our continent, and that in Niger there has been, they have opted for a strategy of decentralization, and the government of Niger is transferring competencies and responsibilities more and more to local authorities for the implementation of strategies that address sustainable development. I would like to thank once again all of the partners that have joined in Niger, and expresses the welcome on behalf of the city of Niamey to all participants in this workshop. So welcome to all, and thank you very much. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin des discours d'ouverture. Nous allons passer maintenant à l'atelier, mais nous devons faire un point technique pour vérifier les modalités de travaux, parce que nous avons ce défi actuellement de la non-disponibilité de l'interprétation. Nous allons essayer de trouver une solution hybride. Mais je voudrais aussi exprimer les remerciements, mais aussi les regrets du Dr Hanan Morsi, notre député secrétaire exécutif, et de Mme Christina Duarte, qui ont dû quitter pour assister à un autre événement. Nous avons, comme vous savez, énormément d'événements qui ont lieu au même moment, mais elles m'ont tâché de vous dire combien elles ont apprécié leur participation de ce matin, et aussi de pouvoir suivre après les recommandations qui viendraient des différentes autorités nationales aussi bien que locales. Et je note surtout plusieurs représentants qui feront un peu une synthèse de leur parcours sur les revues volontaires locales aussi bien que nationaux.
So I will just translate what I just said into English briefly, and then John, maybe I can go to you, who you could maybe give us some guidance on how we can undertake the next sessions. Omar et Monsieur le Maire, je vous remercie. Merci beaucoup. So we will be proceeding to the continuation of our workshop, having concluded the opening session, but we still have a challenge of interpretation. We will try to adopt measures that allows us to proceed, because if we do not, then we will simply lose a day, and we want to make sure that we maximize the opportunity. I would like to express the apologies from Under-Secretary General Cristina Duarte and Hanan Mossi, our Deputy Executive Secretary, who had to leave because they are attending another event. As we know, there are many events happening simultaneously, and we thank you for your understanding. And they asked me to express their appreciation for the event, and also to say that they look forward to see the recommendations that will come out of this workshop, and also for us to all jointly defend these at the high-level political forum in July. John, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce qu'on va faire? Thank you, Jean-Paul. Merci, Jean-Paul. Bonjour tout le monde. My name is John Sloan. I'm an economist at ECA, and I'm our VNR VLR focal person. Je suis économiste auprès de la CEA. I think we can get started with our sessions, and hopefully the internet interpretation and so forth will come in. But as Jean-Paul has said, we will proceed with in-person presentations. Yeah. So I wanted to underscore just a couple of key points before starting today. There were maybe two key messages that came out of last year's Voluntary National and Voluntary Local Review workshop to just keep in mind. One of them was that, as we've heard both directly, indirectly, informally from member states, as well as in our surveys and questionnaires, peer engagement, peer learning, learning from one another's national and local review processes is the key takeaway from this workshop. And the second point is that linking together actors at the national and local level is very, very crucial to bring together these two levels of government, two levels of stakeholders. That is why this year, as you can tell, we bring together both the national and local review workshop. L'interprétation marche maintenant. Il marche? Ouais. Okay. So we can proceed. Okay. Thank you. Good to know. And just to say thank you very much, everyone, for bearing with us. I hope you appreciate that. If we had waited for the interpretation, we would just be too long. Merci beaucoup de votre compréhension. Yes, thank you, and welcome to those of you who have connected online. Again, apologies for the delay, but we're ready to get started with the sessions for today. So now a main objective of this workshop, as has been stated, is to provide a venue for you as the participants, to share, to engage with one another, to learn from experience of others, to enrich your reviews at the national level for the 7 national reviews that are being undertaken this year, as well as the many local reviews that have already been ongoing, that are wrapping up, that are commencing at this moment. And another thing to keep in mind is that we always at ARFSD and at the VNR VLR workshop, we talk about bringing key messages for the HLPF this coming July, but as been noted in our welcoming remarks, we also need to keep in mind some key messages and key very concrete examples to bring to the SDG forum later this year. The forum will want to hear about countries, about communities, localities that have had very, very specific successes on certain SDGs, on sustainable development in general, in order to help to get us back on track towards the SDGs. So these are two sort of overarching things to keep in mind as we continue our deliberations today. So with that, maybe in the interest of time, we can get started on our first panel session, which is on voluntary national reviews at the halfway point to the SDGs and 10 years into Agenda 2063. So can I call on all the panelists for this session to come up to the stage?
And I will hand the mic to Juliette Waswa-Mugamba with the Office of the Special Advisor on Africa, who I hope is connected online. We also have Mr. Jack Jones Zulu, who will assist in moderating in the room as well. So panelists, participants, if you can please take the podium. Juliette Waswa-Mugamba. And as already John has introduced the session, I'll be co-moderating this panel with my colleague Jack John Zulu, who is in the room with you. I'm moderating virtually, and I hope you can all hear me very well. Before I hear the statements, the opening statements from colleagues, I wanted to make a few points just to set the stage. But of course, I was listening in the opening session, where the points I'm going to make is just to re-emphasize what has already been said, that we must focus on how to accelerate the implementation of both the two agendas, the Agenda 2030 and Agenda 2063, where we need to have we need a holistic analysis for strong institutions to strengthen the internal capacities in leadership, and be willing to learn from each other, adopt, and have the balance between short and long-term goals. We all know that efforts must be inclusive. Then we need to invest more in the human capital, in particular health and education, as well as social protection, not to leave anyone behind. No one should be left behind. As you've heard already in the introductory remarks, insecurity, vulnerability, and social unrest affect political stability and social development. Therefore, we need to focus on the marginalized groups, such as women and youth, and people with disabilities. More resources, as you've heard already, should be provided to the communities and people who better understand their local needs. We are going to hear opening statements from distinguished speakers. To allow time for interactive session, please let's make sure that the statements are 5 minutes. Each speaker is allotted 5 minutes so that we can have ample time for the session that will follow the interactive session. Today we have a very interesting panel where we have lined up with member states, UN system, as well as the African peer review mechanism. This is a session set up in a way that it looks at the member states, what the support that the UN system can provide, as well as looking at the Africa peer review mechanism as the AUC structure that would also facilitate the implementation of the two frameworks. To start right away, I would like to give the floor to the representative from Burkina Faso, Mr. Laba. If you could take the floor, please, 5 minutes, and so that we all hear the opening remarks from each and every panelist very quickly. Mr. Laba, if you could take the floor. The floor is yours. Juliet, we can go to the next speaker. Is not here. Sure. Okay, there is Comoros in the room. The representative from Comoros. Yes, Mr. Kayambi, if you can please go ahead. Thanks. Over. Merci Madame Julia, modératrice de la présente session, Mesdames et Messieurs.
Merci. Should we go to... Ok, c'est bon. Merci Madame Julia, modératrice de la présente session, mesdames et messieurs, honorable assistance. C'est un honneur pour moi de me trouver ici devant vous à l'occasion de cette 9e session du Forum régional africain pour le développement durable et atelier préparatoire aux ONV. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le Niger de nous avoir accueillis ici. Je voudrais également féliciter les organisateurs de nous avoir donné l'opportunité d'intervenir dans cet événement extrêmement important. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vais entrer dans le sujet qui nous rassemble ici, notamment la question des évaluations nationales volontaires. Pour nous, elle constitue un devoir de reddition de comptes et à mon avis, leur réalisation devrait être autant que faire se peut en raison des besoins sans cesse croissants de transparence et de bonne gouvernance dans nos pays. D'abord envers les citoyens et ensuite envers les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans le processus de développement. Pour ce qui concerne le Comore, je vais faire une petite mise en contexte. Les Comores, c'est 4 îles, dont une sous administration française, l'IDH 67,2 en 2021, population 850 000 en 2022, PIB par tête 1367 $ américains en 2021. Taux de croissance 2,1 selon les projections de 2021 et la surface 2236 mètres carrés. C'est juste pour montrer un peu la taille suffisamment réduite du pays pour après aller vers le contexte qui est particulier parce que les ENV ne sont pas les mêmes, les pays sont différents, les économies africaines se ressemblent mais elles ont leurs propres spécificités et le cas du Comore, les Comores, eux aussi, ont leurs propres spécificités en matière de développement et d'atteinte des ODD. Les Comores ont réalisé leur première ENV en 2020 et actuellement nous sommes en train de réaliser la deuxième édition en 2023. Mais ce que je vais beaucoup plus dire ici, ça concerne les éléments qui sont tirés, les éléments de conclusion tirés de la première ENV et qui continuent à avoir leur écho dans la mise en œuvre du développement de façon générale. Alors, pour faire simple, je dirais, les ENV pour les Comores, c'est d'abord la stratégie de développement parce que les Comores, dans leur histoire, ont eu 4 document stratégique et le dernier qui s'appelle PCE, Plan Comore émergent, est un document entièrement aligné sur les deux agendas, l'agenda 2030 et l'agenda 63. Donc l'évaluation des ODD revient également à évaluer notre agenda national de développement. Donc en l'occurrence ici, les ODD et l'agenda 2060. Alors, lors de la première évaluation que nous avons organisée, un certain nombre de difficultés ont été tirées et je me réjouis de le reprendre parce qu'elles ont été déjà prévues, reprises ici par mes prédécesseurs. Nous avons constaté dans le cas spécifique des Comores une mise en œuvre qui est fortement impactée par une faible appropriation. Faible appropriation par les techniciens de l'administration publique, par le secteur privé et la société civile, par les collectivités territoriales, mais surtout par le milieu universitaire qui semble ne pas comprendre ni maîtriser les questions des ODD. Donc
c'est une synthèse de la situation nationale pour dire que la question des OD appartient à un cercle qui est beaucoup plus administratif et des techniciens qui sont comment dire, avérés, des connaisseurs du domaine. Mais les ODD ne sont pas répandus à l'échelle nationale. Donc, après, comment dirais-je, 10 ans de mise en œuvre de l'agenda 2063, il y a des constats. Au-delà des questions de difficultés des mises en œuvre et de faible appropriation que je viens d'annoncer tout à l'heure, nous avons des constats qui se révèlent de jour en jour, et je vais en citer quelques-uns. Nous sommes parvenus à la conclusion que l'argent n'est pas toujours le grand souci dans les questions du développement. Et j'en sais pas, mais peut-être dans cette salle, il n'y a que les Comores qui retournent de l'argent à l'envoyeur. Dans l'exécution de nos programmes, le véritable boulot d'étranglement est la question de l'absorption des fonds. Le deuxième constat est que la gouvernance est la clé de la réussite du développement. Et là, je voudrais parler d'une gouvernance de façon générale, parce que le problème des ODD commence au niveau des administrations. Une gouvernance dans le cadre du partenariat public-privé, une gouvernance dans le cadre du dialogue social, et une gouvernance également dans le cadre des collectivités territoriales. L'autre point que je voulais souligner, c'est que l'inclusivité n'est pas un mot, c'est une démarche. Parce que nous avons passé des années à dire nous avons un développement inclusif, nous avons développé une stratégie inclusive, mais en fin de compte, les gens ne sont pas réellement inclus dans la mise en œuvre. Il y en a très peu qui comprennent leurs responsabilités, et particulièrement pour ce qui concerne le secteur privé, parce que nous comprenons que parler de développement durable, et il s'agit de durabilité environnementale, c'est avant tout le secteur privé. C'est lui qui émet le gaz carbonique, et il est extrêmement important qu'autour de la table, le secteur privé soit en premier lieu. Eh bien, il n'en est pas le cas, et la mise en œuvre des ODD peine pour cela. Je pense même que le secteur privé devait financer les ODD, puisqu'ils en profitent davantage. L'autre point que je vais citer, ce sont les questions de ressources humaines. Pour le cas spécifique... 5 minutes for Mostofa, please. Ok, je vais terminer sur ces points. La question des ressources humaines est extrêmement clé parce qu'elle a contribué à miner le développement. Parce qu'on s'est rendu compte que la faible appropriation, les questions d'absorption et tout ce qui se tourne autour du retard de mise en œuvre des ODD tel que constaté dans la première évaluation, c'est la capacité de mise en œuvre des ressources humaines. Donc on constate qu'il nous faut non seulement une gestion axée sur les résultats, mais il nous faut pour le cas des Comores une gestion axée sur les compétences. C'est ça le véritable problème, mais ce n'est vraiment pas une question d'argent, parce que les Comores sont... le financement du développement comorien, c'est un financement particulier parce que presque 25% du financement du développement vient de la diaspora. Donc il y a, après la mise en place d'un cadre de financement intégré, nous espérons pouvoir mobiliser suffisamment de fonds intérieurs pour pouvoir financer nos EDD, mais il nous faut beaucoup plus une question de renforcement de capacités humaines pouvant soutenir le développement durable jusqu'à 2030.
30. Donc il y a beaucoup d'autres points que je voulais souligner, mais le temps qui m'est imparti est terminé. Madame la modératrice, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Je vous en prie. Thank you very much, Mr. Kayambi. You've touched on the key points that are really critical to be able to accelerate implementation. And it's unique. We are very pleased to have you as a small island representing that those countries that are also part of the package for all the countries on the continent to be able to implement the two agendas. The issue about awareness and ownership is critical. I think those 2 points, I'll just make 2 points, then I'll move to the next speaker. Objective capacity, of course, comes from the lack. There will be a need to invest in human capital. And there that you connected it to the inclusivity component that is critical to make sure that all sectors in the community are included in the implementation, and they are aware about the benefits that will come through with the implementation of the two agendas. Now, we'll move to our next speaker, Mr. Kakanda. But before I give you the floor, please, from the Democratic Republic of Congo, given that I'm virtually connected, Juliet, can I raise my hand? Juliet, sorry for interrupting you. We do not have DRC, Mr. Kakanda from DRC. Okay. Non, je suis là, I can see you connected. Okay. Thank you. Yes. If I raise my hand, please, you know that your 5 minutes are over, then you can wrap up. Please, if you would read that way, then I won't have to interrupt you. Please go ahead, Mr. Kakanda. 5 minutes. Merci beaucoup, merci aux initiateurs de cette initiative qui est importante. La République démocratique du Congo, on devrait être là, malheureusement, au dernier moment, nous n'avons pas pu nous déplacer, mais nous participons en ligne, nous suivons les travaux depuis hier dans la réunion parallèle qui a été organisée. En fait, comme il ressort globalement, la RDC a postulé pour son premier VNR, c'était en 2020. Nous avons présenté notre VNR dans un contexte que tout le monde sait de Covid-19, mais malgré cela, nous avons mis en place un mécanisme qui a permis la participation de toutes les parties prenantes. L'idée, c'était de faire en sorte que les suivis, les rapports prennent en compte les avis des uns et des autres. Et depuis 2020, nous avons pris un élan, vraiment un véritable élan pour accélérer les progrès dans les suivis et examens. En fait, depuis l'adoption de l'agenda 2030, les grands défis auxquels la RDC fait face, c'est la collecte des données et informations. Comme tout le monde le sait, pour un meilleur suivi, nous devons avoir des données, surtout des données désagrégées, à jour et fiables. Certes, il y a eu des enquêtes qui s'organisent dans les pays, il y a eu des données administratives qui sont collectées et publiées, mais il y a un grand défi. L'idée, c'était de faire en sorte que les données collectées cadrent d'abord avec les métadonnées des indicateurs des ODD. Et c'était un premier travail que nous avons fait. Nous avons collecté les données, nous les avons traitées, et malgré cela, il y avait encore un gap important. C'est ainsi qu'en 2020, pour un meilleur suivi des ODD, nous avons organisé une enquête dédiée aux indicateurs des ODD. Cette enquête nous a permis de mettre à jour plusieurs indicateurs des données avec l'appui du programme des Nations Unies de BUPNUS et des organisations qui sont les Nations Unies ici au niveau local. Ça nous a permis de mettre à jour des données statistiques, notamment sur la pauvreté, parce que la dernière enquête qui a permis de calculer l'indicateur sur la pauvreté, c'était 2012. Et donc avec cet élan, nous avons continué. Il y a eu plusieurs enquêtes qui sont organisées aussi dans la foulée et nous publions régulièrement des données administratives que nous essayons de les aligner sur les métadonnées des ODD. Et depuis décembre de cette année, nous sommes dans ce processus de collecte de données. Nous avons organisé même un forum national sur les ODD. L'idée c'était de mettre une plateforme nationale qui va nous permettre d'avoir des idées, d'analyser les politiques et de réunir toutes les parties prenantes
de travailler ensemble de manière intégrée pour identifier quels sont les progrès, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être amélioré, quelles sont les politiques accélératrices des ODD. Parce que souvent, la difficulté qu'on a dans un meilleur suivi, c'est que beaucoup de structures aujourd'hui qui travaillent dans les ODD travaillent souvent à un niveau sans connecter avec les autres. Et nous avions pensé que pour aider les pays, pour aider la RDC à accélérer les progrès, les personnes impliquées dans la mise en œuvre des ODD devaient travailler en synergie. Pas seulement l'État, mais aussi les systèmes des Nations Unies, les partenaires techniques et financiers, mais aussi des groupes clés, des groupes de jeunes, des groupes de femmes, et toutes ces personnes vulnérables. Et toutes ces personnes ont été impliquées. Aujourd'hui, nous avons cette plateforme, nous échangeons des informations dans le cadre du VNR à venir. Nous sommes dans un processus de collecte de données qui va nous permettre d'identifier quels sont les progrès, quels sont les défis, et qu'est-ce qui peut être fait pour accélérer les progrès. L'idée globale que nous visons aussi à travers ce VNR, c'est de mettre en place un cadre d'accélération des ODD. La RDC a collaboré avec Millennium Institute. Et dans le but était d'identifier quelles sont les politiques, parce que nous savons que les pays n'est pas servi pour une trajectoire des ODD. Nous devons faire beaucoup d'efforts pour s'inscrire, pour enregistrer les progrès pour les 7 dernières années qui nous restent. Et l'idée, c'était d'identifier, de mettre en place un cadre d'accélération des ODD qui identifie les politiques accélératrices des ODD. Avec ce processus de VNR actuellement, nous allons aboutir aussi à plusieurs recommandations qui vont fournir ces cadres-là, fournir beaucoup d'informations pour mettre en place ces cadres d'information des ODD. Mais en attendant, le pays est en train de mettre un programme qui vise des populations locales, qu'on appelle ici chez nous le programme de développement local des 145 territoires. L'idée c'était, la RDC, plus de 60% de sa population encore vit encore dans les milieux locaux, et c'est là où la pauvreté est très élevée, les vulnérabilités aussi sont très élevées au niveau local. L'idée c'était de mettre un accent au niveau local, d'apporter des solutions, d'accroître l'offre publique en termes de ressources, par exemple des écoles, 1200 écoles qui seront construites, 800 centres de santé, 30 000 km de routes de centres agricoles qui seront réalisés. Il y a eu des mécanismes de renforcement des capacités des producteurs locaux, surtout des producteurs, des petits agriculteurs, parce que beaucoup de nos populations rurales vivent de l'agriculture de subsistance et sont déconnectées du marché. Et c'est qui nuit au progrès de la mise en œuvre des ODD. Donc tout ça, ce sont des actions qui sont en train d'être menées et qui seront renforcées, ce cas d'accélération des ODD sera renforcé avec les processus du VNR en cours. Les informations qui sont en train d'être collectées seront analysées et des recommandations doivent être formulées dans la foulée pour mettre en place ces cadres. Et aujourd'hui, la RDC est en train aussi de revoir son plan de développement, le PNSD, que nous sommes en train de revoir, et le processus VNR devait nous aider aussi à améliorer ces plans de développement que nous sommes en train de revisiter actuellement. Et les ODD vont servir vraiment de soubassement. Et la plus grande difficulté que nous trouvons aussi dans la mise en œuvre des ODD, vous savez, les pays, et vraiment, il y a des conflits, des postes d'insécurité au niveau de conflits, surtout à l'Est. Et la plus grande difficulté, c'est d'impliquer les dirigeants locaux. Les provinces, certes, nous travaillons avec eux ensemble. Dans le cadre de la localisation des ODD, nous avons accompagné plusieurs provinces dans la priorisation des ODD, dans la planification axée sur les ODD, mais cela ne suffit pas. Il y a encore parce que même pour les provinces, c'est seulement 16 des 26 provinces qu'on a appuyées, il reste encore plusieurs provinces qui ne sont pas appuyées, qui n'ont pas de plan locaux de développement. L'idée, c'est mettre en place un cadre d'accélération au niveau national, tant mieux, mais le pays, aujourd'hui, la gestion du pays est décentralisée, donc chez nous, les provinces et les entités locales ont des grandes responsabilités, donc ils doivent être véritablement impliqués dans la mise en œuvre des ODD, dans les suivis et examens, et même les données que nous collections doivent être fortement désagrégées pour pouvoir saisir les progrès qui sont réalisés, pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau local. C'est ainsi que nous travaillons aujourd'hui pour mettre en place un mécanisme et renforcer les mécanismes existants pour aider les provinces et les entités locales à mettre en place des actions accélératrices liées aux ODD. Et ce processus VNR, je termine par là, madame, le processus VNR devra nous aider vraiment dans ce sens-là, à renforcer notre mécanisme de suivi et examen des ODD et surtout à mettre en place des politiques accélératrices. Je vous remercie.
Thank you very much, Mr. Kakanda, for being succinct. I'll point out key points that you raised here, the data as well as disaggregated data, which is quite important to be able to measure progress. And the second point you raised, which is pertinent, is the key issue related to the inclusivity and the engagement of to be able to provide the public service. That access is quite important. Perhaps that would then the stability in the country. Thank you very much for the interventions you've made. Next I'll move very quickly to my dear sister Hodan. If you could please, Hodan, welcome. The floor is yours, 5 minutes, please. Hi, Juliet. Thank you so much. Nice to see you. I have 5 minutes and I will try to respond to cover some points. I'm Hodan Yusuf from DCO, Development Coordination Office. I'm talking under control of my resident coordinators who are with us today, mainly from 2023 VNR countries, and we are really happy to have them, and we have some economists. I will try to quickly talk about how the UN development system can contribute to accelerate the momentum for sustainable development, and around also mainly how the reform of the UN system development at the regional and the country level can contribute to accelerate, and what are the tools that have been put in place. You know, that's I think the subject of today, the efforts and how we can have some kind of coherence at the country level. You know, we have the CCA and the VNRs, but very quickly. And as has been said already, we are halfway toward 2023. Most of the African countries are really struggling to meet most of the SDGs target, and all the analysis that our RC's office and the UNCT are and every year are putting on the table are really reflecting that situation. And really, we have only 7 years left to operationalize the decade of actions. What have we done quickly at the country level? To rescue the SDGs, as you all know, over the 4 years, the United Nations development system has been transformed really drastically to become fit for purpose, to carry the 2023 agenda and to respond in an integrated manner to the government priorities. The main issue of the reform, the main priority of this reform is to have an SDGs and that member states are owning, not anymore where we as a UN, we are bringing reform and proposing policy, but the member states are at the driving seat. And the reform was also to help the country to overcome all those multiple crises that we are talking daily, and really here the development and reform was really a positive narrative reform which really put the structure in place to allow member states to be better equipped. Je vais parler en français maintenant. Les principaux piliers de cette transformation étaient le nouveau système de coordinateur résident qui a été mis en place, un système coordinateur résident, des coordinateurs résidents qui ont un rôle comment on appelle en anglais, convener role, qui aide le pays, le gouvernement surtout, à avoir une plateforme beaucoup plus importante de partenariat, de mobiliser tous les knowledge disponibles, d'aider au pays de mobiliser des ressources et surtout de trouver des solutions pour le développement. La seconde partie de cette réforme est liée à l'équipe des pays du système des Nations Unies, qui est devenue de plus en plus intégrée et qui travaille ensemble pour délivrer des stratégies pour
la mise en œuvre des priorités nationales. Comme je vous avais dit, la réforme des Nations Unies, c'est pour mettre en place les priorités nationales. Donc le VNR, qui est aussi un instrument qui analyse la situation du SDG, est aussi un des outils que le coordinateur résident et l'équipe pays aident les pays à mettre en œuvre dans la rédaction. Il y a aussi un troisième palier de cette réforme, c'est au niveau régional, où comment on appelle, toute l'expertise au niveau régional qu'on a, et Dieu le sait, l'expertise qu'on a dans les continents au niveau des Nations Unies est immense, a été renforcée et a été aussi autour de ce qu'on appelle la plateforme de la collaboration régionale, a été mise en œuvre, cette plateforme a été mise en œuvre pour être au service de l'équipe pays et des bureaux de coordinateurs résidents. Donc avec tout cet outil et structure qu'on a, on a mis en œuvre des outils, ce qu'on appelle le Common Country Analysis. Le Common Country Analysis, c'est le document analytique qui est vraiment le socle de tous les travaux des systèmes des Nations Unies pour l'évaluation où est-ce qu'on est avec les SDGs. Et c'est vraiment des documents qui ont été faits avec une expertise très profonde en utilisant l'expertise des bureaux de coordinateurs résidents, de l'équipe pays et aussi des bureaux régionaux pour s'assurer, pour mesurer si les SDGs ont été mis en œuvre. C'est un instrument clé, les CCA, parce qu'il permet au système des Nations Unies d'avoir un seul document pour mesurer la mise en œuvre. Je ne sais pas si vous en souvenez, avant, chaque agence avait son rapport interne pour mesurer le progrès. Maintenant, il y a un seul document. C'est un document qui est très agile. C'est un document qui est fait par des experts et au niveau technique, qu'on assure la qualité. La qualité est assurée au niveau du bureau du coordinateur résident, au niveau des DCO et au niveau de ce qu'on appelle les PSG. C'est un groupe des peer review des Nations Unies qui revoit si ces documents répondent aux besoins nationaux. Donc, c'est un document qui est inclusif, qui est fait avec la partie nationale, en mobilisant la société civile pour prendre la température de ce qui se passe au niveau national, pour essayer à la fois autour des SDGs, mais aussi pour savoir les différents défis que les pays sont en train de mettre en œuvre. C'est un document, quand je dis agile, c'est un document qui est mis à jour tous les ans. Tous les ans, ou des fois, quand il n'y a pas de grandes crises, c'est une revue légère, mais malheureusement, depuis 2020 avec Covid, le continent traverse vraiment des crises une par une, que ce soit Covid, que ce soit changement climatique, que ce soit le coût de la vie qui est venu de la guerre de l'Ukraine, qui est aussi le coût de l'emprunt, et ainsi de suite. Donc, le CCA, tous les ans, est reformulé et mis à jour pour intégrer ces crises et savoir comment les pays peuvent aller de l'avant. Et ce document permet, qu'on appelle, c'est le document de base qui aide les Nations Unies à mettre en œuvre le document de coopération, qu'on appelle les cadres de développement de coopération. Avant, c'était un cadre d'assistance, où on assistait. Maintenant, c'est un cadre de coopération, où on collabore. Oui, yes, I have 5 minutes. Donc, maintenant, cette année, je voulais vraiment, on a 7 pays. Sur les 7 pays, 2 pays, Rwanda et Burkina Faso, sont en train de développer leurs documents de coopération et sont en train de rédiger leur nouveau Common Country, leur nouveau document analyse. Donc, je vais proposer rapidement, et mes collègues sont là et sous le contrôle des économistes, on va utiliser les VNR que les pays sont en train de rédiger et qui sont aussi rédigés avec le support du bureau du coordinateur résident et de l'équipe pays, d'utiliser ces CCA qui sont vraiment des documents excellents et au niveau technique et au niveau analytique pour éviter le doublon. Et ça, je crois que nos économistes aujourd'hui sont là et ils vont en témoigner. L'année dernière, CAR a eu un nouveau CCA, un nouveau Cooperation Framework, et cette année, ils ont en train de faire la deuxième revue, et je pense que mon collègue Léopold à nous expliquer. Pour cette année, on a 15 pays qui vont faire le document de Cooperation Framework. Sur les 15 pays que je viens de dire, la réforme est aussi dans un sens où, pour
faire pour arriver à la mise en œuvre des SDG. Comme vous le savez, il y a eu des différentes conférences qui ont eu lieu, que ce soit sur le climat, l'environnement, sur l'alimentation, l'éducation. Donc, I know, the UNCT and the resident coordinators, this year, 15 of them will make sure that all of those, the outcome of those conferences will be included on the CCA and the cooperation framework. That's why really I would like to plead last minute. The VNR is not a process that's finishing after the presentation. Thanks to the coordinator, resident coordinator office and the UNCT, after the VNR, the UN at the country level take ownership of the recommendations. And among the UNCT, there is an ownership. And colleagues can witness it in Mali, last year on 2022 VNRs, Ghana. The recommendation from the VNR has been discussed during UNCT, and UNCT is making sure that those recommendations are implemented either through updating the cooperation framework or and through what we call the joint work plans. That's why for us, for the UN development system, VNR is the element that really check the temperature at the country level with the voice of the government, because it's implemented, it's drafted by the government. And UNCT and RCT, that's what I would like just to say, Juliet. VNR is not a dead end, it's the beginning of a long journey for our RCO office and UNCT. Over to you. Thank you so much, my dear sister. I can see the passion coming through your presentation indeed. And thanks for elaborating on the UN system, the UN being ready to support the national development strategies of these countries. It's quite important for the United Nations system to be ready when the national governments request that support. Thank you very much for that, elaborating on that. We will move very quickly to our next speaker, who is a resident from the Resident Coordinator Office of the Central African Republic, Mr. Leopold. Are you online with us, or? No, I'm here. Okay, please. Okay, please go ahead. 5 minutes, okay. Please. Thanks. Over. Merci beaucoup, je vais parler en français. Mon nom c'est Léopold Pandongi, économiste au bureau du coordinateur résident en République centrafricaine. Monsieur le coordinateur, Madame la modératrice, chers collègues, chers partenaires, je vais essayer de présenter rapidement, de faire le point sur l'état d'avancement du processus VNR en République centrafricaine. Normalement, c'était un partenaire national qui devait le faire. Malheureusement, il était malade à la fin, c'est-à-dire 2 jours avant de venir ici, il était tombé malade. Et donc, du coup, c'est moi qui me suis engagé de faire. Je suis ici accompagné aussi de mon frère économiste du PNUD, M. Youssou Fassila, qui est là-bas. Donc, c'est avec lui, c'est-à-dire c'est le PNUD et le bureau du coordinateur résident, c'est nous qui accompagnons vraiment ce processus. Et donc, vous avez une petite présentation qui apparaît là-bas, pour ceux qui sont en ligne, à l'écran, pour ceux qui sont dans ça aussi à l'écran. C'est juste autour de ces quelques 5 points que je vais présenter rapidement le processus de VNR en République centrafricaine. Next, please. Et donc, c'est 5 points-là. Donc, mais comme disait notre frère de RDC, la République centrafricaine aussi a déjà fait son premier VNR en 2019, mais le processus a véritablement commencé le 15 octobre de l'année précédente, avec la mise en place par le Premier ministre d'une coordination nationale de suivi de la mise en œuvre des ODD. Et donc, cet acte a déjà montré l'engagement du gouvernement dans le suivi de la mise en œuvre des ODD en République centrafricaine. Et en février 2019, il y avait déjà une coordination RIA. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est
un exercice intégré d'évaluation qui a été organisé par le PNUD et qui a impliqué tout le monde, c'est-à-dire tous les partenaires qui sont impliqués dans la mise en œuvre et le suivi des ODD, notamment dans le système des Nations Unies, les partenaires nationaux, tous les départements ministériels étaient là. Et il y avait aussi les organisations de la société civile qui étaient là. Et donc, ils ont fait cet exercice-là. Et cet exercice a conduit à l'identification des cibles des ODD. Pour votre mémoire computer, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons 17 ODD. Pour la République centrafricaine, nous n'avons pas, l'ODD 14 ne s'applique pas parce que nous sommes un pays vraiment enclavé. Et dans toutes les cibles de ces ODD, cet exercice avait conduit à l'identification de 37 cibles que nous suivons au niveau du pays. Et donc, il y avait aussi le recrutement des consultants nationaux, tout ça c'était pris en charge par le PNUD, et qui a conduit à l'exercice de la rédaction de ces rapports jusqu'à la présentation. Donc, je vais essayer de voir, c'est un processus un peu long, depuis la rédaction jusqu'à New York en juillet, c'est un processus long où il y a beaucoup de choses qui se font. On va aller en détail. Next, please. Et donc, tout ça, c'était fait dans un contexte politique, sécuritaire, économique, socio-économique un peu difficile, comme vous suivez généralement la radio. Sur le plan politique, il y a un soubresaut. La situation politique n'est pas vraiment claire. Il y a aussi la situation politique est marquée, même jusqu'à présent, par un véritable dialogue entre tous les acteurs, surtout les autorités et la classe politique. Il y a la violation répétée des droits humains. Tout ça, c'est mis en exergue dans les différents rapports des droits humains, surtout par la MINUSCA. Et sur le plan sécuritaire, la situation n'est pas toujours morose. Vous avez vu, récemment, il y a encore une résurgence des conflits, et surtout dans la partie nord et nord-ouest du pays. Et vous suivez certainement que bon nombre parmi vous suivent ça dans la l'évolution de ces conflits. Et nous avons aussi, tout ça, ça a permis que nous avons un chômage ambiant des jeunes. Entre-temps, il y avait aussi eu Covid, et nous, au niveau du système des Nations Unies, à travers un groupe des économistes que nous avions mis en place. Ce groupe des économistes, ça prend en compte tous les partenaires, y compris les partenaires techniques et financiers de la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne. Donc, on était regroupés autour de cette étude et il y avait des conclusions qui étaient sorties. Donc, le pays aussi a été vraiment impacté par cette crise-là. Et en plus de cette crise, nous entendons la crise au niveau de l'environnement. Il y a aussi l'impact de la crise en Ukraine qui frappe vraiment, qui a un impact sérieux sur les conditions de vie de la population. Pour votre information, le carburant là-bas en République centrafricaine récemment, le prix du carburant a augmenté, surtout pour l'essence, ça a augmenté de 50%. Et pour le gazole, c'est 70%. Vous voyez, c'est une augmentation telle que ça ne peut qu'avoir des incidences sérieuses sur les conditions de vie de la population. Donc c'est dans toutes ces conditions, que ce soit sécuritaire, socio-économique, crise en Ukraine, Covid, que nous développons, nous cherchons à développer cette année le VNL. Next please. Next please. Ok. Ici, la méthodologie, c'est la méthodologie normale que nous utilisons. Ça vient des guidance que nous recevons généralement chaque année, que ce soit le CCA, dans le cas du CCA que Odan avait parlé tout à l'heure, et que ce soit dans l'élaboration du cadre de coopération, nous avons toujours des guidances que nous respectons. Et donc, tout commence par
des préparatifs, des réunions, ainsi de suite. Il y a aussi l'organisation des ateliers, que ce soit de lancement et de validation. Ça, c'est des ateliers que, quand le travail avance, nous faisons valider. Mais le processus de validation que nous, on a updaté là-bas, c'est peut-être une initiative qui est propre à notre contexte là-bas. Nous avons 3 niveaux de validation. Nous avons un niveau interne, c'est-à-dire Nations Unies, y compris le groupe des économistes. Le rapport va d'abord au niveau du groupe des économistes parce que nous, on a des capacités pour faire des analyses, pour collecter des données, faire des analyses et autres. Nous examinons d'abord ce rapport. Ensuite, nous avons le programme management team au niveau du système des Nations Unies qui est un cadre vraiment technique de l'UNCT. Et quand on passe ce niveau, maintenant c'est au niveau de l'UNCT qui valide en fin de compte. Dès qu'on a une vision claire et nette sur le document et les principales conclusions, et là maintenant on va au niveau de l'Assemblée nationale, c'est ouvert maintenant à la partie nationale pour pouvoir valider. Donc c'est ce type de validation que nous on a adopté au niveau de notre pays. Bon, après, ce sera beaucoup plus les préparatifs, les mots-clés. Nous, on avait envoyé, cette année aussi, on va envoyer les mots-clés à l'avance, j'imagine. Et il y a aussi le rapport, le résumé que nous aussi on envoie. Mais en plus de ça, nous faisons aussi un petit film documentaire de 3 minutes sur les principales réalisations, surtout les principaux progrès réalisés. Et aussi, là où on n'a pas eu de progrès, on essaie de mettre ça en place. Just 1 minute, please. Donc, please, can you go ahead, please? Yeah. Donc, c'est ça. Voilà, mais en gros, c'est ce que j'ai dit. Les prochaines slides, là, ça ne fait que répéter. Mais ce que je pourrais ajouter pour conclure, c'est que cet exercice de VNR a mobilisé tout le système des Nations Unies. Vous allez voir qu'il y a le CNUD qui est là, il y a le RCO et il y a même l'organe des volontaires des Nations Unies qui nous appuie aussi avec la mobilisation des consultants. Voilà. Et il y a aussi des mini-ateliers pour des thématiques spécifiques, peut-être pour le genre, peut-être pour le VIH-Sida, où les agents des Nations Unies interviennent pour approfondir ces questions dans leur secteur. Et ça, nous avons un budget global évalué à environ 130 000 $, et que nous avons déjà proposé à l'UNCT de faire le partage des coûts entre les agences. Donc on attend la réaction là-dessus. Et voilà en gros, mais les principales difficultés que nous rencontrons là-bas, c'est beaucoup plus, comme disait aussi notre frère du Congo, c'est la mobilisation des données. Les données, si elles ne sont pas là, il y a beaucoup qui ne sont pas là d'abord, et si elles sont là, c'est des données caduques, qui datent peut-être de 3-4 ans, et c'est généralement compliqué, même si on a une agence, un institut national de statistiques, mais cet institut peut faire leur capacité pour pouvoir produire des données assez élevées. Donc voilà en gros ce que je peux dire. Sorry? Ok, yeah. Thank you. Merci beaucoup. Yeah, thank you so much for complementing, more or less like adding on to the or giving a key example about the UN support to the countries to accelerate implementation of the SDGs, as well as Agenda 2063 priorities by giving a concrete example of what is being done in the Central African Republic. And I've also noted the key point, in addition to what you alluded on, is the issue related to the nexus, where peace, security, and development, as well as human rights, is critical in putting the lens implementation of the priorities not only in the Central African Republic, but in other countries that are facing fragile
challenges and instabilities as well. To wrap up our session, this part of the session, the opening part, we will hear from my dear sister Sarah from the Africa Peer Review Mechanism, which sits, her intervention is also going to help us to wrap up this segment in a way that looks at the issues related to governance and capacity development within the countries, African countries, to be able to accelerate the implementation of the SDGs as well as Agenda 2063 priorities. Sarah, you have the floor, 5 minutes. Thank you very much. Thank you, Juliet. Can you hear me? Okay, bonjour à tous. I'm very honored to be with all of you today on behalf of the APR Continental Secretariat. I'm delighted to be with you today. The APRM values collaboration with the UNDESA to support building national capacities for the voluntary national and local reporting as part of our expanded mandate to support African countries in monitoring and evaluation of the implementation of both agendas, Agenda 2063 and of course Agenda 2030 for Sustainable Development. And thank you, Juliet, for giving me the difficult job to reflect on governance and governance aspects, which have been quite developing over the last 4 years. And as alluded by many speakers, we have noted huge reforms and also progress towards the implementation of Sustainable Development Goals, at least at implementation level, even though countries have challenges with data, as reflected by many speakers. Over the past 4 years, the APR organized 4 continental workshops, actually workshops to complement the work of DESA on VNRs, of ECA and the domestication of Agenda 2063 to provide a continental platform on VNRs and governance challenges to implement, monitor, and evaluate both agendas. The thematic areas of these workshops address the issue of coordination and institutional mechanisms at national level to harmonize planning and implementation efforts for the implementation of both agendas. Further, our platform offers a chance for countries to discuss with each other and to enhance also peer learning to discuss issues of monitoring and evaluation toolkits, either provided by the African Commission or by ECA, the integrated tool, to support both agendas equally, alongside tracking progress on principles which are core to both agendas, like leaving no one behind, subsidiarity, integrity, effectiveness, and so on and so forth. The last workshop, organized in Abuja in March 2022, was organized with a special advisor, a special assistant on SDGs at the presidency, and with UNDESA, and we invited a lot of countries, more than 30 African countries, and we generated key messages which have been shared with the ECOSOC president at that time. These messages, if you allow me to just say one key highlight for each thematic area, so at least it can be useful for the participants this year. For instance, on the issue of alignment and domestication of both agendas, African countries noted that the first and second continental report on the implementation of Agenda 2063 that were prepared by the Commission and led by EU organs also are consolidated and evidence-based assessment of country and regional level progress reports. However, member states are encouraged to bridge the gap between knowledge and application of both agendas and engage in more awareness activities at national level. Also, notable progress has been noted on the integration of both agendas. Having said that, tailoring the SDGs to NDP priorities and local context is imperative to localizing the SDGs and delivering on people's expectations. Domestication is defined by a context as the national circumstances determines local approach in each country. When it comes to the issue of also institutional framework and coordination mechanisms, participants noted that key actions are being taken by African governments to implement inclusive, effective, and accountable institutions and to raise ownership of Agenda 2030, Agenda 2063. However, more transparent mechanisms and as well as coordination among government bodies to minimize illicit financial flows and corruption are needed. Also, take note of the issue of VNR that African countries last year noticed the highest
I would say, as a record for countries to present VNR's 21 countries. And we also encourage the Screen Learning platform to continue, because even one day workshop or even 2-day workshop is not enough. Lastly but not least, on the issue of gender, which is very important to all of us, the gender perspective should be taken into consideration and integrated into the reporting processes, including through effective interministerial coordination and inclusive multi-stakeholder partnerships. And of course, participants spoke about the issue of youth participation, and that young youth or people in the continent should be seen not only as beneficiaries of government programs, but also as crucial contributors to the development process, especially with the African pledge we have, as Africa is one of the youngest and most youthful continents worldwide. Of course, beside the highlights that I shared with you, the APRM also concluded reviews in different African countries, like Niger. Actually, last year we conducted governance assessment review of Niger, and we are happy to say that we tried to ensure that Agenda 2060 is also highlighted. This year, more targeted reviews on mineral resources in Senegal, corporate governance and African continental free trade area in Ghana are implemented. Juliet, can you still follow me? Because we have issues of load shedding here, so I don't want to hear. Okay. Yes. So let's. Oh, yeah. Okay. And then, yeah, of course. Lastly but not least, our partnership with UNDESA, ECA, is important also to advocate for the principles for effective governance of SDGs, what is called CEPA principles, and these principles are important to cover issues of integrity, accountability, legal non-violence, subsidiarity, and we are trying to work. Actually, it's a very good chance to see my sister Honda. We hope that after COVID we can coordinate more at some regional level. Maybe we can arrange something as a capacity building for West African countries on CEPA principles. The APRM remains ready to support all the UN effort under the EU-UN Joint Framework for Collaboration to implement both agendas, to support you. And actually this year in particular, next month, we're organizing the 5th Continental Workshop in VNRs and Agenda 2060 Domestication in Durban, South Africa. We'll be sharing the link to register online if you would like to join us. And thank you very much for hosting us today. Thank you. Thank you so much, my dear Sister Sarah. We know for sure that the work that is being done by the APRM is the underlying best that is required on the continent to spend the governance. And the monitoring and evaluation, of course, goes hand in hand with what we need to understand, knowing that the continent, is resilient. The citizens are very resilient. With all the shocks that we've seen around the globe, we're still very optimistic that things will move, the trajectory is for the best. And of course, it's quite important to strengthen the ownership of domesticating, which comes through the domestication and the alignment of the strategies within the countries, because it's quite important for all citizens to understand the SDGs and the African Agenda 2063 priorities, to be able to embrace and to support, as well as to champion or to demand the national governments to focus on what is required for the citizens. I would thank you all for your opening statements, remarks, and alluding on the key challenges and also the opportunities that are underway. Right now, I'm going to now pass on the co-moderation to my colleague who is in the room in Niger, Zulu, to take us through the interactive session. Zulu, if you can take over. I'm staying on as well. Please go ahead. Thank you so much, Juliet, and many thanks to the speakers. We've heard the statements from the speakers. A lot of issues have been raised.
And now we want to offer the participants an opportunity to make interventions or questions or comments based on what we've heard. And I would request that when you take the floor, you introduce yourself, the institution that you represent, and then if possible, you mention the speaker to whom you are directing your intervention question. But be very brief. We are running behind schedule, so maybe we can take another 15 minutes before we bring the meeting to a close. But for now, the floor is open. So if you have interventions or questions, you are very welcome. Thank you. Yes, please. Thank you, and thank you, colleagues, for the interesting presentation that we have heard. I have just 3 questions or maybe comments about the different presentation. I think it's directed to all of you. We can note that between the 2 VNRs, a lot of progress now is done. I'm Abu Bakri, and from the Resident Coordinator Office in the DRC. We made some progress when it comes to developing work plans. We see that now we are developing roadmaps for the VNRs, which is good in terms of planning. We still have some issues when it comes to involving all the stakeholders. Some of them still missing in the consultation process. But my question is, what next? We see that now we are running better VNL processes, but do we have any idea on how the VNL processes that we are conducting now are influencing the policy process? Because I think this is the most important part when it comes to accelerating or seeing the impact of the VNR on the policy process. I can just take one example from the DRC. Very brief, please. Very brief. Want to give others an opportunity? Yes, yeah. Just a quick one. My friends, Modest from the DRC, mentioned. Celui du suivi des recommandations. On n'a pas le sentiment que on suit les recommandations qui sont faites au fil des ans. À chaque fois qu'il y a ce forum africain sur les ODD, on n'a pas le sentiment qu'il y a un suivi de ce qui est dit. Le deuxième élément, il y a un seul intervenant, celui de la RCA, qui a parlé des violations des droits de l'homme dans son intervention. Et on sait très bien qu'il y a un lien entre les droits de l'homme et les objectifs de développement durable. Alors, les États, comme vous le savez, sont un peu obligés de faire plusieurs rapports par année sur les questions de droits de l'homme et sur les ODD, alors qu'il y a des liens entre les deux. Comment est-ce que ces deux éléments se mettent ensemble et comment est-ce que dans le système des Nations Unies, vous insérez les institutions nationales des droits de l'homme dans les processus de préparation des rapports nationaux volontaires et de suivi de ces rapports nationaux volontaires. Je sais par exemple qu'au Cameroun, c'est un point qui n'est pas adressé. Donc c'était ça le point que j'avais à faire. Merci. Yes, for the benefit of those that are not able to speak French, I'll ask my colleague just to quickly summarize what the interventions were. Please. Thank you. Our colleagues, which is from Cameroon, from the Human Rights Organization, for Cameroon and for Africa Institute. Her question was really, she asked 2 questions.
every VNR session that we are having, there are issues that come up. Or are we implementing them? That's the issue of implementation of the recommendation. The second point was, in every country there are human rights reports that have been developed, but she wants to know if those reports are included in the VNR process. Over to you for the practitioners. Thank you so much, Rodan. Yes. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je suis monsieur Fofana, chef, je suis le directeur adjoint de l'environnement du Sénégal. Je voudrais, à l'entame de mon propos, féliciter les différents collègues qui ont présenté l'état de mise en œuvre de deuxième revue nationale volontaire. Fort heureusement, je crois que les 7 pays africains qui vont présenter cette année, leur VNR, ont déjà présenté. Ils savent ce que c'est, ils comprennent bien le processus. Et c'est la raison pour laquelle, au regard de ce qui a été dit, particulièrement d'abord pour le Congo, je n'ai pas de questions, mais c'est plutôt des recommandations que je voulais apporter aux collègues, en tout cas dans le cadre de la finalisation du processus de VNR. Donc pour les Comores, vous l'avez dit, monsieur le représentant, on sent nettement une insuffisance d'implication des autres acteurs. Et je crois que le processus VNR, vous-même, vous l'avez dit, c'est un devoir de rendre compte. Alors comme devoir de rendre compte, je crois que vous gagnerez beaucoup plus encore à faire participer des différentes catégories d'acteurs pour ne laisser personne en rade. Parce que dans le cadre de la mise en œuvre des ODD, ne laisser personne en rade, je crois que c'est un des fondements essentiels. Et pour les autres, je crois que ça c'est unanimement reconnu, le problème des données statistiques, n'est-ce pas? Parce que quand on fait ce genre de revue, en fait c'est des exercices de planification qui doivent s'appuyer sur des statistiques pour donner l'état de mise en œuvre par le pays des ODD. Et maintenant, je ne sais pas, avec le temps qui reste, comment vous allez faire pour véritablement avoir le minimum de données statistiques pour pouvoir donner l'état de mise en œuvre réel, en tout cas des ODD, pour voir également quels sont les manquements et quel processus d'accélération faudra-t-il mettre en œuvre le mois venu pour permettre d'atteindre ces unités de développement durable. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci. Mr. Fofana from Senegal, mainly from the Ministry of Environment, shared more recommendations for the second VNR countries. For example, for Comor, he raised the issue of lack of inclusiveness. He really pushed it, asking that we have to pursue to involve more and more stakeholders, because the process has to be inclusive and to allow the population to be aware about the status of implementation of the SDGs. For other colleagues, the issue of data and availability of statistics has been raised, and Mr. Fofana also insisted that we have to make sure that data are available and even to seek support to make sure that data are available, because the data are the element that will showcase and will help to monitor and assess the state of implementation of the SDGs. Thank you so much. Maybe let's take the last one, and then we give an opportunity to the speakers to give us their responses. Very briefly, please. Thank you very much. My name is Victor Idris Alassana from Sierra Leone. I represent the Network of National Human Rights Institutions. I have 2 questions to ask. One is around collaboration. How far have we been able to collaborate, as African countries, to ensure that the SDGs are implemented? Because there is some amount of disjointed nature in terms of implementing. Many countries have been doing it in silos, without actually going together or along other countries. The second question I have is the issue of monitoring. The national human rights institutions are found across Africa. But then, in terms of monitoring, how have we been able to ensure, for instance, the Economic Commission for Africa, how has it been able to get the NHRIs very much involved in monitoring and making sure that their monitoring reports are really looked at seriously and implemented? So that aspect of monitoring, which the NHRIs are actually very much good at, they have expertise in it too. How have we been able to incorporate them in this whole exercise? Thank you.
Thank you so much. So we are going to give an opportunity to the speakers to respond to a number of issues that have been raised, ranging from issues of data, how is the VNR influencing the policy processes, what is it that we are doing to avoid repetitions of recommendations. Every time we meet, we talk about the same things. Are we moving in terms of implementing some of the things that are emerging? And then human rights, are they part of the VNR processes across the countries? Issues of inclusivity, are we making sure that everyone is on the table who needs to be on the table? So all those aspects, and then collaboration, what is it that we are doing to ensure that collaboration is meaningful and practical and impacting the process that we are driving at the country level? Let me start with Comoros. I know the interventions were across all of them. They were not very specific to a particular speaker, but all of you. Maybe your reflections. We start with you. Yes. Merci. Il y a plusieurs questions qui sont adressées, sur lesquelles je pourrais éventuellement réagir, à commencer par une question très intéressante, la première notamment qui a été posée, qui porte sur l'impact que portent les recommandations qui sont faites ici sur les politiques publiques. C'est une question extrêmement intéressante. Je partage l'avis tout en disant aussi également que ça ne peut être qu'un avis parce qu'il est difficile de voir, de voir les résultats qui sont issus de l'action publique, parce que je pourrais prendre par exemple pour ce qui me concerne les questions des données dans mon pays. Il y a de gros investissements qui sont faits, mais en fait la perception sur les résultats est d'une faible importance. Il y a de gros efforts, plus on avance, parce que ce que l'on voit aussi qui est important, plus on avance, plus les besoins aussi augmentent. Donc les investissements qui sont faux et leur rentabilité et le retour sur l'investissement en termes de développement est de moins en moins faible. Mais effectivement, pour ce qui concerne mon pays, par exemple, il y a beaucoup de recommandations qui sont mises en œuvre pour améliorer les politiques publiques, mais les résultats sont encore faibles. Je ne sais pas où se trouve le problème. On se pose toujours les questions, mais moi je commencerai par exemple à poser une question extrêmement importante. C'est celui du niveau, du volume des investissements qui sont faits pour adresser les questions. On a l'impression qu'on investit, mais moi je ne suis pas certain que le niveau d'investissement investi dans nos pays respectifs permette d'adresser les questions qui se posent. Par exemple, lorsqu'on veut atteindre une croissance, je ne sais pas, de 8%, on ne sait pas quel volume d'argent le plus souvent il faut investir. Et il en est de même pour beaucoup de questions. Mais je pense que les questions sont... Oui. Donc, il y a la question très intéressante sur les rapports de droits de l'homme et la façon dont je pense qu'elle concernait beaucoup plus la RCA. Mais dans mon pays, par exemple, ce qui se fait, c'est une documentation, c'est une collecte de l'ensemble de la documentation. Et donc, tout ce qui est écrit et qui est officiel et qui porte sur un sujet du VNR est rapporté automatiquement sur le rapport du VNR. Pour le cas de mon pays, je pense que ça ne pose aucun problème. Voilà, donc je vais m'arrêter là en laissant la parole à mon collègue. Merci beaucoup. Je vais essayer de compléter un peu ce que mon collègue a dit. En ce qui concerne la question qui était soulevée par M. le coordinateur président de la RDC sur l'influence du processus VNR sur le politique. Bon, pour nous, en Afrique centrafricaine, nous avons peut-être l'avantage d'impliquer beaucoup plus les autorités nationales dans les préparatifs de nos examens un peu essentiels. Même par rapport, par exemple, si vous prenez le cas
l'impact de Covid. Nous avons fait, c'est vrai, nous avons fait à l'interne cette étude, mais les recommandations, le document était porté au niveau du gouvernement par le coordonnateur résident et qui a mis en place un système de mise en œuvre de suivi de ces recommandations au niveau national. Donc pour nous, nous avons l'avantage de communiquer directement avec les autorités, et si bien que dans le suivi de la mise en œuvre, nous sentons que les autorités sont attentives à toutes les recommandations, peut-être pas toutes les recommandations, mais à des recommandations ne plus qu'essentielles qui émergent des grandes études réalisées au niveau du système des Nations Unies. On ne peut pas dire que ça influence toute la politique, non. Même au niveau de l'élaboration parce que pour l'instant, nous avons ce qu'on appelle le RCPCA, c'est-à-dire l'équivalent du plan national de développement dans d'autres pays, qui arrive à terme. Pour l'instant, le gouvernement a donné, c'est-à-dire a envoyé une requête au système des Nations Unies pour réfléchir sur une stratégie intérimaire. Vous voyez, donc nous travaillons beaucoup plus avec les autorités, si bien que nos conclusions sont souvent prises en compte, même si ce n'est pas 100%, mais quand même au-delà de 50%. Pour ce qui concerne les droits de l'homme, c'est vrai, je crois qu'il est sorti, c'est qui a posé une question. Ah oui, il est là, oui, merci. Nous, au niveau national, généralement, il y a une production de rapports nationaux et qui sont généralement mis en ligne sur le site officiel. Mais malheureusement, en République centrafricaine, même si, quand vous voyez que vous allez sur le site, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas à jour de ces rapports, y compris les nôtres. Mais heureusement, nous avons la mission des Nations Unies chez nous, la MINUSCA, oui, c'est la MINUSCA, qui produit des rapports réguliers. Et tous ces rapports-là, nous les prenons en compte dans le cadre de nos exercices d'analyse. Comme Odan venait de le dire, dans le dernier CCA, on a pris beaucoup plus les rapports qui sont produits par la MINUSCA sur les droits humains. Et nous avons analysé aussi à notre niveau pour prendre en compte d'autres contextes. Les rapports de la MINUSCA, ils sont bruts, mais nous prenons les données en compte pour faire des analyses dans le cadre du CCA, comme l'autre avait dit tout à l'heure. Et pour terminer, ça c'est le dernier point, les problèmes de statistiques. C'est vrai, nous avons des problèmes de statistiques, comme je l'ai dit. Il y a beaucoup de données qui sont vieilles, mais il y a aussi beaucoup de données qui manquent. Ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que grâce à la coordination des autorités qui est mise en place par le Premier ministre lui-même, et dans cette coordination, vous avez tous les départements sectoriels qui sont là, les représentants des points focaux. Et donc, c'est auprès de ces points focaux que nous collectons généralement nos données. Parce que généralement, comme le VNR, c'est un document qui doit être présenté par les autorités ou à New York, et donc les données doivent être validées par le gouvernement. Les données ne doivent pas uniquement provenir de nous. Mais si nous avons des données, s'il y a des données qui manquent là-bas et que nous les avons, nous les proposons, et sur place, au sein de cette coordination, on arrive toujours à trouver des points de rechute pour valider à l'interne d'abord, et maintenant valider au niveau du gouvernement. C'est comme ça qu'on fait, mais généralement on n'arrive pas à trouver toutes les données, ça c'est sûr. Il y a quand même, peut-être qu'on peut aller jusqu'à 80%, il y a des données, franchement, on n'arrive pas à les trouver. Et surtout pour l'ODD 11, pour l'ODD 11 dans notre pays, on est en train de voir dans quelle mesure trouver ces données-là, parce que ces données, honnêtement, ça manque. Mais on va essayer de faire avec le comité de la coordination nationale qui est mise en place par le Premier ministre. Et toutes les agences seront là aussi pour peut-être qu'il y ait un habitat aussi. Nous n'avons pas eu un habitat chez nous. Nous n'avons pas eu un habitat chez nous. Jusqu'à présent, je ne pense pas. Je sais que vous avez signé le cadre de coopération, mais nous, on n'a pas encore quelqu'un là-bas chez nous. On va parler après. Ok, merci. Parce qu'hier, j'ai parlé de RCA à mon collègue. Ah, d'accord. On va parler. Merci. Merci.
here, John, in less than 1 minute in terms of collaboration, what is it that TBC is doing to ensure that? Yes. Under a minute, please. Thank you so much, firstly, for the presentations and the discussions. PCA comes in, as is clear from our mandate, at the regional level. So we help connect, as at the ARFSD and through other processes, as this sort of vital link between DESA, ECOSOC at the global level, preparations for HLPF and so forth. We come in, we provide such regional tools as our regional voluntary local review guideline, which we'll be detailing a bit more in the afternoon. And of course, we work very close with UN Habitat and now with UN country teams and so forth in rolling this out. On the voluntary national reviews, we provide technical support, advising based on those VNRs that have been done in the past. And we also come in based on and at the behest of requests from member states for very specific technical advising and support in countries themselves. So we stand ready, we're very flexible to the needs of the VNRs this year, and we look forward to the next few months, which are, we know, the most pivotal months between ARFSD and the submission of materials for HLPF. This is really where a lot of the meat of the review process gets done, and we stand ready to support. Thank you, John, and very quickly. Je voulais répondre à la question de la dame du Cameroun sur le droit de l'homme qui a posé. On a tellement de VNR, on a tellement de forums. Est-ce que les recommandations sont mises en œuvre? Et je voulais, j'avais mentionné lors de ma présentation. Oh, everybody speaking English. The translation which in language French. is the? Okay, so that's but now it's working. Okay. English working. Donc I can speak French. Yes. What translation is not working? It's not working. Okay. Okay, I will do very quickly, maybe the preference in English. It's about the issue about what after those forums, what after the VNRs. And I very quickly highlighted during my intervention, the VNRs are country-focused documents. And the recommendation cannot be done at the regional level. At the regional is more coordination with at the country level. And you have now a system of RCO, regional coordinator office, and UNCT that are really agile and has even went to the campaign when they went to the left that even the configurations of the UNCT changed in line with the country needs. And the VNR recommendation, I think, regional coordinators, today you are here and you are witnessing the recommendation from the VNR are with the RC and UNCT working with the government, because the recommendations are coming from the government, but they take it to make sure that they are implemented. That's why it's not a document that is really left after the high level, but it's a document that stay live and the recommendations are implemented through different processes, because there are so many programs that are going in the country to make sure that the SDGs are implemented, and the Office of the Regional Coordinator's Office are coordinating that effort. Thank you so much. Let me take just about a minute or so to offer my concluding remarks. Clearly, I think there are two things that I mentioned here. There are process issues that involve aspects of consultation, collaboration, leaving no one behind. Those elements, we pick them through the process issues. But there are also substantive issues, alignment between the two agendas, SDG 2030 as well as 2063. There are issues of policy, there are issues of data that were very prominent across, I think, all the interventions. But I think what is also emerging is that the VNR is not an event, it is a process with many offshoots. I think that's how we should take it.
I will not attempt to summarize everything, but I think my role now remains to thank first the organizers of this session, the distinguished speakers, the interpreters who've been great, although we had challenges with connectivity, the participants, and my co-facilitator, Juliet, who's done a commendable job. I think to all you, thank you so much, and you deserve a pat on the back. The meeting is closed, or the session is closed. Thank you so much.